Alors, Yann Marc est un hedge fund manager de Genève qui a des avis toujours assez tranchés sur l'investissement, sur les thématiques d'investissement. Donc, je vais essayer de le pousser dans ses retranchements pour voir ce qu'il a un peu à nous raconter pour l'avenir, le futur et ce qu'il pense de ce qui se passe en ce moment. Donc, Yann Marc Valahu, tout de suite avec moi. Bonjour Thomas, salut. Je suis Scout, m'accueillir. Tu vas bien? Très bien. Merci d'être venu en tout cas. Oui. Je te laisse te présenter en 2 mots déjà. Écoutez, je suis la responsable des investissements pour deux stratégies donc alternatives basées au Luxembourg. Et mon biais est plutôt macro et assez contrariant dans mon analyse. La société? La société s'appelle Clair Invest, basée à Genève. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde merveilleux de la finance aujourd'hui? On s'est vu il y a quoi, une semaine à peu près. On a débriefé pour cet entretien aujourd'hui. Il y a plein de sujets à débattre. Une partie, on les a déjà débattus un peu avec Nicolas Chéron au début de la séance. Je pense qu'il y a des thèmes qui vont revenir. Effectivement, Nicolas disait tout à l'heure qu'aujourd'hui, on vit une situation qu'on n'a jamais vécue de notre vivant, même dans le passé, historiquement parlant, on ne l'a jamais vécue. Comment est-ce que toi tu te positionnes aujourd'hui? Quels sont les enjeux? Qu'est-ce qui te fait peur? Je sais que tu n'es pas super optimiste sur la suite de l'évolution des choses. Dis-nous un peu plus de tout ça, de ce que tu penses. Bien sûr. Je pense que les adaptations sur l'histoire, ou les gros changements ont toujours été affectés par des événements exogènes. Donc cette année, l'année dernière par exemple, ce serait le Covid, qui a transformé quelque chose dans notre société, ça c'est sûr, pour le bien ou pour le mal, on le verra plus tard, mais pour le côté financier et investissement de notre côté, ça a transformé les banques centrales en, si on peut dire, des pyromanes qui abreuvent le marché et c'est leur seule réponse à la crise en fait. On avait déjà commencé en 2008 et comme vos autres invités l'ont dit, ils n'ont jamais pu retirer la drogue en fait. Le marché en voulait toujours plus et au moindre discours qui disait qu'il voulait réduire un peu la voilure, le marché s'écroulait. Et donc avec le Covid c'était encore pire et maintenant ils ont presque doublé les bilans des banques centrales et on arrive dans un système qui à mon avis va s'approcher de la fin et on passera à autre chose. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et quand on voit les montants de dette, etc., on peut toujours les comparer à la Deuxième Guerre mondiale et on est à peu près au même niveau en termes d'expansion de la dette. Et donc on peut se dire, oui, on l'a déjà fait, on s'en est sorti, c'est très bien. Sauf que dans cette époque que l'on vit, cet argent ne va pas dans un actif productif. Avant, on a reconstruit, on a refait des routes, on a refait des ponts qu'on avait détruits pendant la guerre. On a donc mis des gens au travail et fait des choses. On peut le faire encore, ça, si jamais. On peut très bien le faire, mais bon, ce sera encore un stimulus de plus. Donc, dans notre période où on vit, on a juste donné de l'argent pour qu'on ne fasse rien, qu'on attende, qu'on trouve un vaccin. Ça, c'est une autre chose. Et d'ailleurs, on voit que quand même, si on applique l'argent au bon endroit, on a des résultats, puisqu'on n'a jamais eu un vaccin aussi rapidement, qui était aussi performant. Malheureusement, à côté de ça, on a déversé de l'argent partout et malheureusement, il ne va pas aux personnes qui en ont besoin et les personnes qui vont souffrir une fois que certaines mesures commencent à être enlevées, comme on l'a vu par ailleurs. Et donc voilà, on arrive dans une période compliquée. On arrive à le maximum que l'on puisse faire et on voit très bien que la masse monétaire augmente parce que les banques centrales investissent énormément et donnent de l'argent à tout va, mais la vélocité de l'argent, qui est l'utilisation de l'argent, baisse. Donc on a une sorte on appelle ça dents de requin, une mâchoire de requin. Et en fait, plus on investit d'argent, moins on a de croissance et moins on a de résultats en fait. Et on envoie de l'argent dans un trou noir et qui, bien évidemment, comme les gens sont intelligents, l'utilisent pour spéculer, l'utilisent pour faire des choses qui n'aident pas la société. Mais mécaniquement, le problème, c'est ce qu'on abordait tout à l'heure. Quelle est ta vue mécanique par rapport au fait que, quand on s'est vu l'autre jour, on parlait justement du fait qu'aujourd'hui, l'endettement américain, et pas qu'américain, a littéralement explosé. Aujourd'hui, on a des taux d'intérêt qui sont à 0, donc tant mieux. Mais quid du jour où les taux remontent Jusqu'à présent, ils ont eu beaucoup de chance. On était en déflation. Donc,
grâce à la Chine, on a importé la déflation chinoise, parce qu'ils pouvaient produire moins cher. On a donc envoyé toutes nos usines là-bas. Donc on n'a plus d'usines ici. Donc on ne peut plus faire travailler les gens. Donc c'était un système vicieux. On est toujours un petit peu en déflation, mais le Covid a changé un petit peu la donne. Donc si on voit ça depuis 15 dernières années, depuis la première crise en 2000, on était en déflation et donc les taux baissaient et les politiques oubliaient que la dette était un risque, puisqu'elle était facile à financer et qu'avec la baisse des taux, elle ne coûtait rien. Maintenant, on a eu le problème du Covid qui a premièrement rendu compte qui a forcé les gouvernements à comprendre que tous leurs outils de production étaient ailleurs et qu'ils étaient dépendants de ces personnes-là. Et donc la chaîne de production a cassé. Elle était déjà en flux tendu de toute façon. Et elle a cassé parce que toutes ces usines ont fermé, elles étaient mises en confinement, etc. Et donc l'inflation commence à venir de ce point-là dès le début du confinement. On a mis tout le monde à la maison qui devait s'acheter un ordinateur, un écran pour suivre le travail, pour le télétravail. Donc on a commandé. Et donc on n'a plus de chips pour les voitures, on n'a plus pour certaines applications électroniques, etc. Et on n'arrive pas à revenir à la normalité puisqu'on a encore déversé beaucoup plus d'argent, qui a donné des idées à tout le monde et qui en plus retire encore plus de stock du marché. Donc on a un problème, on a donc l'inflation qui commence à venir. Jusqu'à présent, c'est, comme vous l'avez dit, sur le bois, par exemple, pour faire des maisons aux États-Unis, on a eu une énorme poussée, puis ça revient un petit peu. Bon, on est toujours plus haut qu'avant, mais bon, ça va. Le pétrole, si on lui donne 6 mois, peut-être que la production va augmenter et on va réduire un petit peu le prix. Mais un dernier élément, et pour moi c'est un important élément du puzzle, c'est que les salaires commencent à augmenter. Alors tout à l'heure, votre invité disait que ce n'était pas un problème si on se base du point de vue européen pour l'instant, mais du point de vue américain, ça commence vraiment à rentrer dans le coût des sociétés. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas baisser en fait. Une fois qu'on accepte cette augmentation, on ne peut pas baisser. Si vous embauchez quelqu'un à un certain prix et que dans 6 mois, parce que tout va mieux, il y a plus de personnes à embaucher, vous lui dites je coupe votre salaire à votre ancien salaire, s'il reste, il va être très mauvais pour l'entreprise et s'il part, voilà, c'est aussi une mauvaise chose pour l'entreprise parce que vous avez passé du temps à le former, etc. Et aux États-Unis, on voit par exemple, on a parlé de McDonald's, on peut parler de Starbucks, on peut parler d'autres sociétés comme celle-là ou même les restaurants. On était à peu près à 7 $ de l'heure et maintenant on est presque à 25 $ de l'heure. Mais donc ils ne trouvent plus de personnes. Et à cause du Covid, puisque le Covid a fait aux gens réfléchir à leur vie, à leur façon de travailler, de vivre. Ils se sont dit, peut-être que moi j'aime plus les restaurants, j'aime plus faire ce que je faisais, je vais faire autre chose et peut-être qu'ils ont trouvé. Et donc du coup on a un manque de main d'œuvre. Donc la seule façon de les attirer, c'est par les salaires. Voilà, donc tu disais tout à l'heure qu'on paye les gens 50 $ pour venir faire l'entretien, on paye certaines personnes chez McDonald's 500 $ quand ils signent pour revenir travailler. Et à côté de ça, le gouvernement européen ou américain donne de l'argent pour rester à la maison. Donc on a un gros problème. On gagne trop d'argent en restant à la maison, on ne veut pas faire certains métiers, donc on a un manque. Et ensuite, avec le Covid, il y a à peu près aux États-Unis une tranche de la population qui était proche de la retraite, qui a décidé d'aller à la retraite. Donc d'un seul coup, il nous manque beaucoup de personnes qualifiées qui, eux, ne reviendront plus jamais, puisqu'ils ont fait leurs calculs et ils se sont dit, pour moi, c'est fini. Mais on n'a pas les personnes pour les remplacer, puisqu'on n'est pas tout à fait formé. On n'a pas la bonne formation. Donc on a un énorme gap, et c'est pour ça qu'on voit les chiffres du chômage récent, et on a beaucoup d'offres d'emploi, énormément d'offres d'emploi. On a la même chose en France, on a presque 1 million d'offres d'emploi en France. En Suisse, on n'a jamais eu de ce problème, donc on est assez bien lotis. Mais aux États-Unis, on n'arrive pas à remplir ces jobs. Et donc ça reste un énorme problème. Donc là, on a un marché de l'emploi, c'est une bombe à retardement, comme tu le présentes. Exactement. Et donc, moi je pense que les banques centrales ont fait ce qu'elles ont fait, les gouvernements ont fait ce qu'ils ont fait. On a monté toute une usine à gaz avec de la dette et avec du levier dans le système financier. Et je pense que si l'inflation perdure, et pour moi elle ne sera pas transitoire, on va avoir une remontée des taux qui sera fatale pour les banques. Donc on peut se dire, oui, alors les banques centrales ont acheté de la dette des pays, donc ils vont l'annuler. Très bien. Sauf que ces banques centrales, elles ont des capitaux. Donc
c'est comme une société. Si on n'a plus de capital, on fait faillite. Ouais. Donc on a un problème. Et si malgré tout ils y arrivent, on divise la devise, on fait baisser la devise, on dévalue sa devise, et donc d'un seul coup, c'est encore plus d'inflation. Donc on arrive vraiment à une période charnière où oui, on a eu beaucoup d'innovations, ça a changé la vie, on va pouvoir travailler où l'on veut, une adaptation des conditions, on a des nouvelles technologies, mais on a cette transition, on n'a pas encore tout en place, et on a payé une fortune pour arriver à ça. Donc, tu achètes du Bitcoin, du coup. On voit tout à fait ça. Il y a tellement d'argent dans le système que les bulles, elles passent d'actif en actif. Pour moi, il y a d'une certaine façon, le Bitcoin, c'est une bulle. Il y a des bonnes choses à prendre et des choses qui sont spéculatives. Mais la transformation de notre société récemment, on ne peut pas avoir un avis tranché, on ne peut pas discuter. Ou on est pour, ou on est contre, et sinon c'est la guerre. Peut-être que, comme on n'a pas eu la guerre depuis 70 ans, c'est le seul moyen de faire la guerre entre nous. Et donc, je trouve que le Bitcoin, pour moi, c'est très spéculatif, mais il y a des utilités pour pouvoir, certaines vont pouvoir être appliquées dans, par exemple, des contrats, des choses comme ça, pour du shipping, pour avoir des manifestes. Sur le blockchain. Voilà, sur le blockchain, tout à fait. Le Bitcoin, après, chacun met sa valeur qu'il veut, comme chacun met la valeur qu'il veut sur Tesla. Ouais. La preuve, de 100 à 5 000 $ de target sur Tesla. Donc, voilà. Ça, c'est la démocratie. Donc, on a passé cette bulle. On a eu une bulle un petit peu sur l'énergie, le green, que je pense aussi assez spéculatif, parce que de toute façon, on donnait de l'argent gratuitement. Donc, tout le monde pouvait arriver avec son projet vert et recevoir de l'argent. Donc, ils ont vendu leurs idées. Donc, c'est très bien. S'il y a des choses qu'on peut retenir et qui vont marcher pour nous dans le futur, c'est très bien. Et la prochaine bulle, je pense qu'elle va arriver sur les actions, allier déjà un petit peu, mais je ne pense pas que ce soit fini, parce que on a vu un petit peu au début de ton entretien, les gens ont peur. Mais donc, pour moi, la bulle n'est pas faite encore. Je vois que les gens avec qui je discute, que ce soit des privés ou que ce soit des gens institutionnels ou des journalistes, pour l'instant, beaucoup de gens ont trop peur. Et c'est rarement à un moment donné où on a peur que tout s'écroule. Mm-hmm. C'est-à-dire que l'humain est, greedy, il veut gagner de l'argent et il déteste que son voisin fasse plus d'argent que lui. Et donc tant qu'on n'est pas dans la compétition, j'achète n'importe quoi pour gagner de l'argent, je ne pense pas qu'on soit dans une bulle. Mais c'est paradoxal parce qu'en fait, quand on regarde dans le passé, on a déjà eu ces phases où on connaît la courbe de l'investisseur, c'est bon, je rentre, ça va encore monter, ah non, finalement ça baisse, bon, je rachète, et puis non, ça va plus bas. Et finalement, on arrive toujours à ce moment, plus jamais je fais des actions, plus jamais j'investis dans le marché des actions. Et ça, on l'a vécu en 2008-2009, on a crisé ce problème. Moi, j'avais des clients qui m'appelaient, ils me disaient, plus jamais je fais des actions, je ne veux plus jamais entendre parler. Puis quand ça a commencé à remonter, eh ben, on a tous un copain qui n'est pas vraiment dans le métier, mais qui a quand même essayé de faire du trading, puis qui est pas trop mauvais, et qui a recommencé à se remettre dedans, qui a gagné de l'argent. Du coup, on relance la machine et on repart dans les... Ce qui est impressionnant aujourd'hui, c'est la cyclicité, la vitesse du cycle. En fait, j'ai l'impression qu'on passe de peur à ultra confiant, simplement parce qu'on veut, Nicolas disait avant, le FOMO, Fear of Missing Out, tout le monde a peur de rater le train du prochain mouvement. Alors la peur que tu as pendant un quart d'heure, parce que tu dis, oulala, ça va tourner, je reviens typiquement à ce qui s'est passé, encore une fois, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais la semaine dernière, mercredi, jeudi, vendredi, on rentre dans une phase où on nous dit hausse des taux, inflation, on ne sait pas trop, on va devoir commencer le tapering. Et vendredi soir, on se dit mais c'est bon, là on a amorcé la pompe, on va s'en prendre une, c'est fini. Et puis lundi matin, non les gars, attendez, c'est pas du tout ce que je voulais vous dire. Et puis on a changé d'avis, puis à nouveau plus haut historique, qui est Prosper et au Plaboum, et on a tout arrêté. Et je trouve assez fascinant aujourd'hui cette vitesse à laquelle on a peur et on n'a pas peur, on a peur et on n'a pas peur. Et on revient toujours à la même discussion, on va où comme ça? C'est pour ça que je pense qu'il y a des mini-bulles un peu partout. Là, il y a 2 ans, c'était les FANGs, donc toutes les sociétés Apple qui n'arrêtaient pas de monter tous les jours. Après, il y a eu Tesla, après, il y a eu l'énergie, après, il y a les voitures électriques. Et après, maintenant, ça s'est un peu calmé, mais c'est reparti sur les commodities, sur les matières premières. Et donc c'est des mini-bulles. On n'a pas encore l'effet, moi j'ai vécu ces périodes-là,
Malheureusement, je suis un peu plus âgé. Ouais, je suis pas sûr. Et donc, on n'est pas dans cette euphorie où tout le monde gagne de l'argent, tout le monde est content, tout le monde est prêt à vendre n'importe quoi ou à vendre sa maison pour investir en bourse. Je n'ai pas ce sentiment-là de totale euphorie. Je pense que peut-être, avec ce qui se passe maintenant un peu avec la Fed, comme on a dit la semaine dernière, on va peut-être avoir une petite consolidation. Et de toute façon, je pense que c'est ça qui va sceller la chose en fait. C'est qu'on va avoir peut-être une baisse de 5, voire 10%, si on a de la chance 15%, et les banques centrales vont arriver et vont remettre une couche de stimulus dans le système, parce qu'ils ne peuvent plus supporter que la machine s'emballe, parce qu'après ils ont beaucoup de mal à la récupérer en fait. Une fois que ça commence en cascade à la baisse, ça ne s'arrête pas, puisque tout est électronique, tout est en autogestion, beaucoup de gens sont passifs, donc c'est vrai, on voit il n'y a pas d'actifs en fait. Moi je suis un des rares gestionnaires d'actifs qui est encore actif. Et donc voilà, je ne peux pas supporter à moi-même la baisse du marché. Mais tout ça pour dire que je pense qu'ils vont remettre encore une couche, et là, à mon avis, on partira en bulle dans les equities, sur les marchés actions, et ils vont en fait relâcher le monstre. Et là, on a une énorme baisse, et après, ce sera, à mon avis, ce sera un crash qui changera la façon de faire, j'espère. Mais l'humain, il est construit comme ça. Hein. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que... Mais donc, du coup, tu fais quoi, toi? Parce que finalement, tu dis que tu es actif, mais alors, quand on entend parler de ce qui se passe aujourd'hui, on voit la volatilité qui s'effondre. Même ça a repris un petit peu ces derniers jours, mais on voit que les gens, les vols baissent. Les gens se disent, ouais, je sais plus trop, j'hésite. On se pose beaucoup de questions. Moi, je parle avec des clients régulièrement aussi, et les gens me disent, ouais, je sais plus quoi faire. Alors, on essaye de se mettre dans les thèmes qu'on a un peu aujourd'hui, un peu partout, et finalement, on trouve pas forcément les réponses. Quand on voit les marchés, on voit qu'il y a une certaine hésitation. Alors oui, on fait des records historiques, mais quand on regarde les graphiques, c'est pas non plus 30% tous les 2 mois. On a quand même un coup de 0,3%, puis on gratte 4 points pour être au plus haut. C'est ça qui en fait qui amène tout le monde à venir sur le marché, parce que c'est un petit peu tous les jours, mais à la fin du compte, ça fait beaucoup. Mais est-ce que tu crois aujourd'hui qu'il y a encore des gens qui font de l'investissement et qui parient à long terme? Parce que quand, de nouveau, en discutant avec des clients, quand on leur dit, mais c'est quoi votre horizon de temps? L'horizon de temps est très court, et c'est de la mode. On passe de mode en mode. Moi, ce que je fais pour ce que nous faisons pour notre allocation, on est assez tactique. Nous, on bouge notre allocation assez souvent parce qu'on est obligé de réagir à ce qui se passe. Donc, ponctuellement, récemment, on a été long dollar. Parce qu'on voyait un peu venir la Fed qui était quand même s'était mis un peu dans un coin, et qu'elle va devoir parler de tapering, ou en tout cas de réduire un peu la voilure. On a beaucoup investi l'année dernière dans tout ce qui est pétrole, toutes les pétrolières, de l'énergie, et les commodities aussi, donc que ce soit des matières premières ou de la chimie, etc. Parce que comme on a fait la mode de l'ESG, qui est très bien à long terme, mais encore une fois, on est trop tranché. On arrête tout ce qui est pétrole et on fait que d'électrique. Il faut qu'on se mette ensemble et qu'on fasse un 50-50 ou un moitié-moitié pour faire ensemble la transition, et à un moment, on détachera les ESG du pétrole. Mais comme on fait les choses en choquant et il faut tout casser, on a un énorme sous-investissement du côté pétrolier, et la demande repart. Les États-Unis sont presque au même niveau en termes de personnes qui voyagent après Covid, et en Europe, les confinements sont presque finis à peu près partout, et donc voilà, les gens ne veulent qu'une chose, se revoyager, repartir, et on va manquer de pétrole. Ensuite, plus les voitures, plus on électrifie les voitures, plus il va falloir de l'énergie. Donc il faut bien la faire avec quelque chose. On parlait d'hydrogène tout à l'heure, c'est très bien, mais il faut le temps de mettre toute l'infrastructure en place. Ouais. Donc comme on a tué les pétroles, il n'y en aura pas assez. Donc c'est pour ça qu'on voit déjà l'anticipation, et comme personne n'est dedans, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire sur le côté pétrolier. D'accord, mais on en a parlé justement l'autre jour de l'allocation finalement des pétrolières. On sait aujourd'hui que les gens ils sont clairement sous-investis en pétrole parce que c'est pas bien et parce que c'est pas ESG. Et l'autre jour il y avait un article dans le Barron's. C'est sympa les. Oui, ça marche les micros, c'est bon. Et donc il y avait un article dans le Barron's où on voyait finalement qu'aujourd'hui les gens étaient complètement sous-investis dans le secteur pétrolier,
Maintenant, on voit que le brut repart à la hausse. On voit que finalement, il y a quand même eu une progression massive du secteur pétrolier, des pétrolières pour des questions de value, finalement. Et aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement qu'il y ait une espèce, un peu à la mode de ce qu'on voit sur les Wall Street Bets, d'avoir un short covering finalement, ou en tout cas un retour d'intérêt dans l'investissement pétrolier, parce qu'eux, ils gagnent de l'argent et puis qu'ils vont devoir redémarrer la machine. Absolument. Donc, tout ce qui est matière première, l'énergie, le pétrole, bien évidemment. Et je pense que là, on est loin du compte. Et l'ESG a créé un manque. Et l'ESG... fait des choses qui sont aussi antinomiques. Quand on voit Tesla qui investit dans le Bitcoin, je veux dire, il est quand même, ses investisseurs lui donnent du capital pour faire des voitures, pas pour aller investir, se transformer en fonds et investir dans le Bitcoin. Donc, c'est tellement délaissé, ce secteur est tellement délaissé que je pense qu'il est assez porteur pour les années à venir. Par rapport à ça, justement, il y a une chose qui est intéressante. Tu connais la société MicroStrategy ? Absolument. C'est un autre exemple. Mais là, c'est encore plus frappant que Tesla, puisque je lisais l'autre jour qu'ils ont emprunté 450 millions de dollars sur le marché obligataire à taux proche de zéro. Et derrière, ils ont acheté du Bitcoin. Exactement, oui. Comme sur le Bitcoin, il n'y a pas beaucoup d'institutionnels qui ont le droit d'investir. C'est un sorte de proxy. Ouais. Et ils l'utilisent comme ça. Mais bon... C'est dramatique. Étant responsable d'une société, je vois mal dire à mes investisseurs, écoutez, donnez-moi de l'argent, mais je ne vais plus faire l'asset management, mais je vais faire du Bitcoin. C'est assez bizarre. Et personne ne dit rien parce qu'on est tous... le monde est euphorique, tout va bien, on est bien, on est sauvé, donc tout va bien. Mais là, on vit, tu disais pareil que ça faisait longtemps que tu étais là, donc je ne sais pas depuis quand tu es là exactement, mais on ne doit pas être très très loin au niveau démarrage dans l'histoire. Il y a eu quand même cette phase de bulle Internet, justement, où on avait ce genre de truc où on marchait sur la tête, et là, on arrive de nouveau dans une phase où il y a quand même des choses qui disent « attention ». Oui, tout à fait, on est anesthésié en fait. Ouais. Rien ne coûte rien ne coûte cher, il n'y a pas de taux d'intérêt, il n'y a pas d'inflation, on a des aides gouvernementales, et donc tout va bien. Et les gens ont plus de temps, et donc certains utilisent l'argent qu'ils ont reçu pour faire du boursicotage. On est dans un Walt Disney en fait, on attend le happy end pratiquement. Quoi. Exactement. Se marier, il y a beaucoup d'enfants. Ouais. On arrive à la fin, je pense, de quelque chose qui mettra fin à cette spéculation. Il y a aussi un truc, on entend beaucoup dire aux États-Unis que, depuis la crise du Covid, on a eu pas mal de gens qui ne pouvaient plus payer leur loyer durant toute la phase. Ils ont eu un soutien économique de la part du gouvernement qui s'est terminé. Et aujourd'hui, tout est reparti comme en 40. Le Covid s'est oublié, entre guillemets. On se prend plus la tête. Et aujourd'hui, tous ces gens qui n'ont pas payé de loyer pendant 8-9 mois, quid de ce monde-là finalement? Parce qu'on parle de reprise économique, on parle du nouveau yacht de Jeff Bezos et puis de ce que pourrait faire Elon Musk avec sa fortune, mais il y a des gens aujourd'hui qui pendant 8 mois ils n'ont pas payé de loyer. On va faire quoi? D'abord ils n'ont pas retrouvé de boulot et puis ils n'ont toujours pas payé leur loyer accessoirement. C'est ça fait partie de ce qui va se passer. À un moment donné, on va devoir arrêter de donner de l'argent, on va devoir laisser les gens payer leur loyer. Peut-être rattraper les loyers qui sont impayés, mais pour l'instant, on est dans cette période-là un peu floue où tout va bien. On est content d'être déconfiné, on est content de revivre, de retrouver nos libertés. Donc, on est un peu dans une Alice au pays des merveilles. C'est impressionnant parce que finalement, aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en train de repartir. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent... moi, j'ai toujours une anecdote que plein de gens ont déjà dû entendre, mais quand en l'an 2000, j'ai mon prof de golf à l'époque qui m'avait dit « Ouais, j'arrête de faire prof de golf parce que je deviens trader. » Et puis 3 mois après, il m'a rappelé pour dire « Oui, alors en fait, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais continuer à donner des cours. » Mais ce qu'il faut noter aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui sont en train de bouger pour dire « Tiens, j'arrête la restauration, je vais faire du trading, surtout dans les crypto-monnaies, entre autres. » On aura l'occasion d'en parler avec l'invité suivant, mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là où on rentre dans une phase d'hyperspéculation qui fait très très peur. En tout cas par rapport à ce qu'on a déjà vécu. Mais toi justement, en tant qu'hedge fund, puisque tu es dans ce monde-là, on a beaucoup entendu ces derniers temps, et c'est ce que j'exprimais à Nicolas tout à l'heure, je dis mais comment ce qui est en train de se passer dans l'histoire du short, en fait, finalement, cette vente à découvert que tout le monde ne comprend pas forcément, mais je veux dire, toutes ces hedge funds qui ont shorté, qui se font massacrer aujourd'hui par des petits spéculateurs qui se mettent en groupe, comment ça se fait que... Alors la première fois, je peux comprendre. La deuxième fois, j'ai de la peine à comprendre pourquoi ils remettent les mains dedans, quoi.
Ça fait partie de la période dans laquelle on vit. À cause en tout cas dans le côté financier, on ne peut plus avoir de valorisation puisque tout est faussé, puisqu'on n'a plus la référence de taux d'intérêt. On n'a plus le coût du capital est différent. Il est même plus facile si c'est des choses qui sont porteuses. Donc c'est très difficile d'avoir une analyse concrète. Et donc les personnes qui ont, par exemple, tu parlais de AMC, qui est une société de cinéma américaine qui fait des cinémas. Voilà. Donc, qui a des salles de cinéma. Des salles de cinéma. Ouais. 1 an et demi de fermeture. Et donc certains hedge funds ou investisseurs ont décidé de shorter le stock parce que peut-être qu'ils n'ont pas fait de revenus a priori et que la valorisation est trop élevée et qu'elle va aller à la faillite. Après on se dit, ok, bon, on est en train de réouvrir, donc ils vont refaire du business et ça va réouvrir, etc. Sauf qu'entre-temps, on a un peu changé notre façon de vivre, on fait plus de Netflix, on regarde plus des films à la demande, etc. Et on va moins au cinéma. Et puis de toute façon, on était confinés pendant 1 an et demi, donc je ne pense pas que le premier endroit où on a envie d'aller, c'est dans un cinéma. Mais à côté de ça, c'est en fait beaucoup de personnes qui étaient des spéculateurs, pas des spéculateurs, des parieurs, qui, comme les casinos étaient fermés, ils se sont mis sur une plateforme, Reddit ou Wall Street Bets, et ils se sont dit, si on fédère notre méthode d'investissement, ou en tout cas nos idées d'investissement, on peut se mettre en groupe et avoir aussi un effet porteur. Et donc le plus facile pour faire monter une action, c'est quand même de targeter une action qui est fortement shortée. Bien sûr. Puisque il faut que quelqu'un en face se rachète, et donc ça fait un effet multiplicateur. Et donc ils ont fait ça avec AMC, ça a marché avec GameStop qui vendait des jeux vidéo mais dans des boutiques plus en ligne, comme ça se fait maintenant. Et donc on a vu des valorisations exploser. Ce que je ne comprends pas, c'est que la première fois dans GameStop, on a compris Melvin Capital, qui est un hedge fund qui s'est fait massacrer, on a compris ce qu'ils se sont fait prendre dans le jeu parce qu'ils n'ont pas vu venir le courant, ce qu'on peut tout à fait comprendre. En revanche, la deuxième fois, ils se font également prendre sur AMC. On dit, mais ils font exprès. Parce que le problème reste le même. La société est survalorisée. Donc, il y a quelque chose à gagner. Oui, mais on a compris qu'aujourd'hui, à zéro. Bien sûr, mais on a compris aujourd'hui qu'il y a quand même des gars qui sont là, qui chassent ce genre de choses. Peut-être juste dire, ok, je me retire 5 minutes et puis je les laisse faire, je joue tout seul. Il y a un truc qui est absolument délirant dans le phénomène qui s'est produit. Je parle même pas je comprends le côté fédératif de ces gens-là. Ce que je comprends pas, c'est le côté des professionnels qui finalement se sont laissés avoir 1 fois, 2 fois, 3 fois et ça continue encore. Ils se disent que peut-être que les petits investisseurs vont ne plus avoir de capital pour le faire, qui vont en avoir assez, qui vont devoir retourner travailler, et donc du coup il y aura moins de personnes. Mais il reste qu'en termes de valorisation, ça c'est quelque chose qui est sûr. Donc peut-être pas mettre 100% du portefeuille comme certains peut-être l'ont fait, mais la valorisation est trop élevée, donc ça mérite de le shorter. Et en plus, les patrons de ces sociétés-là, qui sont quand même un petit peu intelligents, ont vendu encore plus d'actions. Donc diluer l'action, donc le prix forcément doit baisser. Ouais. Mais on l'a vu l'année dernière pendant la banqueroute de Hertz, la société de location, où le patron a été devant la presse pour dire arrêtez d'acheter notre action, on est en faillite. Elle ne vaut rien. Ouais. Mais ça n'a pas empêché l'action de passer de 20 centimes à $12 quand même. Non, c'est clair. Non, mais on vit dans un monde absolument hallucinant. Et donc c'est pour ça que je dis, ça a faussé la façon d'analyser. Quelqu'un qui est cartésien, qui fait son analyse pour valoriser certaines choses, que ce soit de la global macro ou l'évolution de l'économie, il est perdu parce que des phénomènes comme ça ne veulent rien dire. Tu fais un peu les marchés européens Oui. Pardon, c'est pas le Covid. Tu penses quoi de la Suisse ? Non, je dis ça parce que c'est un marché que je suis d'un œil, mais on voit ces derniers temps que c'est un marché qui a été pas mal, qui est moins intéressant que le reste, qui est moins sexy de par sa structure en elle-même. Et en fait, de l'autre côté, tout d'un coup, on a eu là, depuis 15 jours, une verticalité sur certaines sociétés suisses qui foutaient rien. Depuis des mois. Dans toute la phase Covid, les pharmaceutiques n'ont rien foutu parce qu'elles n'étaient pas impliquées dans la lutte contre le Covid. Et là, tout d'un coup, en général, en Suisse, on a des Roche, on a des Novartis, on a des Nestlé qui sont partis, mais verticales. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, que les personnes veulent être un peu plus défensives. Et le proxy défensif en Europe est vu par tout le monde, et la Suisse. Et donc, les investisseurs sont aussi un peu moutonniers et se disent, voilà, je ne veux plus prendre de risques sur du Nasdaq, sur du S&P. Qu'est-ce qui est moins risqué, qui est moins volatile ? C'est la Suisse. Encore une fois, comme c'est du passif
certainement, c'est des actifs passifs, sans se soucier de la valorisation du SMI ou la valorisation des sociétés. Ouais, donc on a vraiment un effet Moutanier, on a l'impression que... Exactement. On passe de mode en mode, de thématique en thématique. La même chose que vous parliez tout à l'heure de ARK. Elle surfe sur ça. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui lui semble fashion, elle lance un ETF là-dessus. Et elle a raison. Le but de vendre, le but du marketing, c'est de vendre. Hein. Bon, pour l'instant, on est dans une zone quand même, on peut se poser des questions sur... On verra sur le long terme, c'est clair. Mais bon, c'est toi qui m'avais parlé justement qu'elle était beaucoup avec Archegos. Tout à fait. Elle a été seedée par Archegos. Et donc, je pense qu'il y avait quand même une petite discussion de qui prenait le premier pas dans les allocations d'actifs et que ça faisait suivre après. Bon, ça après, ils ont reçu, ils ont été punis par ailleurs, mais ARK, elle a continué. Mais il y a quelques années, elle n'était pas très représentative du secteur. Non, mais voilà, elle a surfé sur une mode qui a fait que ça a été porteur. Non, c'est clair. Donc, toi, tes thèmes maintenant... Le thème intéressant, ce serait l'énergie, les matières premières. Je pense que il va y avoir une bulle, donc je pense que profiter des prochaines baisses pour rentrer de nouveau en exposition sur les marchés actions. Parce que je pense qu'on n'a pas fini le côté vertical, un peu à la Bitcoin. Mais donc, si je dois me mettre sur 12 mois, toi, tu vois une baisse, puis ensuite une petite baisse et une nouvelle salve des banques centrales. Et ensuite, final. Un beau final. Feu d'artifice final terminé, quoi. Il y a des choses où aujourd'hui tu te dis, peu importe si on se projette un peu plus loin, j'achète ça parce que je sais que de toute façon, peu importe ce qui va se passer dans les 12-18 mois, c'est quelque chose qui va cartonner. Si on prend l'exemple de l'inflation, oui, il y a des choses qui vont marcher. Si on pense que les taux, ça va forcer les banques centrales à arrêter les stimulus et à donc peut-être remonter un peu plus les taux, les bancaires qui sont... des actifs très sous-évalués depuis très très longtemps, depuis 2008. Ça aussi, c'est quelque chose à avoir en portefeuille. L'énergie, je pense que ça, je l'ai répété plusieurs fois, mais c'est très important. L'automobile un petit peu, parce que les vieux constructeurs ont commencé à se réveiller, à essayer d'être un peu plus innovants, à faire des voitures différentes, à essayer de rattraper ce qu'ils n'avaient pas fait avant. Et essayer d'aller sur le chemin de Tesla. Donc ça aussi, ça peut être aussi intéressant. Les métaux précieux ? Les métaux précieux aussi, ne serait-ce que parce que je pense que l'inflation n'est pas transitoire. Alors justement, c'est intéressant parce que on a toujours ce côté hyper classique. Dans les écoles de bourse, on nous dit quand il y a de l'inflation, il faut acheter de l'or parce que c'est le meilleur moyen de lutter contre l'inflation. Bam. Là, depuis 6-8 mois, on parle que de ça. Et finalement, l'or... je dirais l'autre exemple, c'est qu'en 2000, un peu avant la crise de 2007, l'or était à $300. Et on a fait une bulle de l'or pour s'edger sur la crise bancaire, la crise, toutes les peurs. Et on est allé à presque 2000. Et après, on a consolidé comme une bulle. Comme le Bitcoin, à mon avis, a consolidé à un moment, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent dessus. Et ils ont pu pouvoir revenir immédiatement. Donc l'or a fait sa consolidation. C'est vrai qu'on était en déflation depuis 2008. Donc ça faisait du sens que l'or ne soit pas représentatif. Et puis il y avait tellement d'autres secteurs qui étaient sous-évalués. Ça ne servait à rien d'aller sur l'or. C'était plus intéressant d'aller sur d'autres secteurs porteurs de l'avenir. Donc maintenant, si on part dans un côté inflationniste, c'est pas stupide d'avoir une partie, je ne dis pas de mettre 20%, mais entre 3 ou 4% de son portefeuille, que ce soit en or ou en argent. En plus, si les monnaies se dévaluent, c'est quand même une façon de se protéger de l'inflation qui va venir. Mais donc, il faut prendre des sociétés qui bénéficient, qui ont un pouvoir d'achat, qui vont pouvoir faire passer le prix à nous, puisque c'est nous qui payons en fait l'inflation. Oui, mais ce qui est assez fou par rapport aux métaux précieux, c'est qu'aujourd'hui, on a tout qui nous dit bingo, on va l'avoir. Et finalement, l'or, il est plus ou moins au même niveau qu'il y a 6 mois en arrière, quoi. Il n'avait pas vraiment performé. Oui, mais on vient à peine de découvrir que, en tout cas, le commun des mortels vient à peine de découvrir que l'inflation est une possibilité. Oui, mais à la vitesse où on change d'avis,
Tu es d'accord que là, ça paraît bizarre que l'or, il bouge pas en attendant. C'est possible, mais quand vous avez les gouvernements, la Fed, la Banque Centrale Européenne qui vient tous les jours en disant non, ne vous inquiétez pas, c'est transitoire, c'est un effet de base parce que l'année dernière, on était au plus bas et que du coup, c'est mathématique. Très bien, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas bien et quand on voit les sociétés, les résultats des sociétés qui ont été extraordinaires sur cette période, c'est aussi un effet de base aussi, faut pas l'oublier non plus, mais elles ont pu augmenter leur prix. Et donc le prix, qui paye, c'est nous. Et donc c'est de l'inflation à venir pour tout le monde. Donc pas d'inflation transitoire, on va tous mourir quoi. Donc. Non, pas du tout. Je pense qu'il faut qu'on change le système. On ne peut pas résoudre chaque crise en mettant plus d'argent sur la table et en endettant encore plus. Mais alors c'est quoi ton système? Parce que tu parles de changer de système depuis un moment, c'est quoi l'idée? Ça, c'est difficile à savoir avant l'heure. Présente après Biden ou bien comment ça va? Non, mais je pense qu'on doit revenir à une normalité où les gens qui sont défensifs et qui économisent peuvent être payés, que l'épargne soit rémunérée. Alors que maintenant, on donne l'argent à des actifs non productifs, à des personnes qui ne font rien. Ouais, qui spéculent. Donc il doit y avoir une certaine hiérarchie dans la responsabilité et la façon de rémunérer les personnes. Est-ce que ça viendra par l'inflation? Est-ce que ça viendra par la croissance qui va augmenter parce qu'on a un retour? Mais il y a quelque chose qui doit changer. Comme l'intervenant tout à l'heure disait qu'on parle de croissance économique, mais on parle de décroissance énergique. C'est pas possible. Ça ne peut pas arriver. Donc il doit y avoir quelque chose qui va faire que les deux courbes vont s'aligner. Mais en fait, ce qui est assez intéressant dans la discussion qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que finalement, on a tous plus ou moins compris la situation dans laquelle on est, mais il nous manque une pièce du puzzle. Parce qu'il y a comme s'il devait y avoir quelque chose qui se produise pour qu'on se dise ah ouais, ok, c'est ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la peine à se projeter parce que j'entends bien ce que tu dis, j'entends bien ce que tout le monde a dit, et en fait, on a l'impression qu'il y a un truc qui joue pas. Exactement. Mais comment on va s'en sortir et comment ça va tourner? Pour l'instant, on a l'impression que le marché, peut-être que je force le trait en disant, mais j'ai l'impression qu'on est manipulé, tout simplement, parce que les banques centrales, elles sont là et on le voit vraiment à la moindre occasion. Tu parlais d'une espèce de baisse de 5-10%, mais on a aujourd'hui, en 2021, après tout ce qu'on a vécu, on est en train de nous dire ouais, on va parier sur une correction massive de 2%. Ouais. Je sais pas, à l'époque, quand ça baissait vraiment, on avait 4-5 jours, on se prenait 7-8%. Après, on pouvait reconstruire. Aujourd'hui, ça ne baisse plus. Je veux dire, vendredi dernier, je me souviens encore, j'arrive le matin, je regarde le truc, New York a baissé d'1,7% et les titres de la presse, c'est sell-off massif. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, on a complètement perdu cette notion et tout est manipulé et pourtant, on sait que ça ne peut pas jouer. En fait, on est dans un TGV, on va face à un mur, je suis en train de tourner Bériche là, mais on est à 300 km/h face à un mur et puis on se dit non, mais de toute façon, il va s'enlever, le mur. Je ne serais pas Bériche, je dis juste qu'il faut qu'il y ait une transition, parce que peut-être elle va être accélérée à cause de la crise du Covid, qui a fait quelque chose. Mais les intervenants eux-mêmes n'ont pas connu les taux d'intérêt. Maintenant, on a presque toute une en tout cas dans la finance, beaucoup de personnes qui n'ont jamais vu de baisse. Avant, on avait des baisses de 20%, 3 fois ou 4 fois par an. Ouais. Maintenant, c'est dans tous les journaux et on appelle la Fed à la rescousse. J'ai commencé à travailler, les taux d'intérêt étaient à 8%. Ouais. Donc on pouvait construire un portefeuille. On n'était pas obligé de prendre de risques. C'est ce que je voulais traduire tout à l'heure. C'est qu'en fait, on doit être très tactique parce que les banques centrales et la liquidité à l'infini forcent le système à avoir beaucoup de leviers pour gagner quand même sa vie. Ouais, tout à fait. Parce que les fonds de pension no retraite, ils sont toujours basés sur du 8% de rendement par annuel. Ouais. Avec des taux zéro, avec des taux négatifs, avec des actifs surévalués sur l'immobilier, sur des choses comme ça. Donc on est obligé de concentrer les choses sur des petits marchés et sortir à la première mauvaise nouvelle. C'est pour ça qu'on a des à-coups comme ça. Les systèmes vous sortent automatiquement. Mais qu'est-ce qui se passera quand on n'a plus d'actifs qui nous donnent des rendements? C'est ça. Non, mais c'est pour ça qu'on est vraiment dans une situation qui est vraiment... compliqué et je me pose beaucoup de questions. Tu es venu avec des slides. Tu veux en montrer quelques-uns? Ouais, en fait, on en a parlé. Donc, elle représentait les niveaux élevés. Ça va sûrement faire peur à beaucoup de gens, mais quand on voit... Non, c'est pas grave, on allait pour ça. On peut les montrer. Voilà. Alors ça, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la dette. C'est qu'on a même dépassé ce qu'on avait mis sur le marché pour reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale.
Et donc on est vraiment sur un territoire inconnu et on ne sait pas vraiment quelles sont vraiment les conséquences. Parce qu'à à la différence d'il y a 50 60 ans, on avait des ponts, on avait des maisons, et là on n'a pas grand-chose en fait de matériel. Bon, aux États-Unis, on dit qu'il y a plein de choses à rénover aux États-Unis quand même dans l'infrastructure. Ça c'est sûr, mais ça fait 10 ans qu'on en parle, et à chaque fois, les démocrates et les républicains n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et c'est ça, ce serait beaucoup plus important. Je serais beaucoup plus confiant si cette liquidité rentrait dans le marché, parce que ça ferait quelque chose. Mais, ça aiderait, plutôt que la Fed mette de l'argent inutilement. Mais sauf erreur, Biden a annoncé un stimulus de 6 000 milliards pour l'infrastructure à la fin de l'année, c'est juste ça. Oui, mais comme on en a déjà mis 9 trilliards, ça fait beaucoup. Donc ce sera peut-être ça aussi qui déclenchera beaucoup plus d'inflation, parce que là il faut des matériaux, il faut aller chercher de l'aluminium pour les ponts, de l'acier, etc. Et donc ça peut aussi enclencher une hausse drastique des matières premières. On l'a vu quand la Chine a commencé à se développer en 2008, et elle a presque pompé toutes les matières premières du monde. Donc ça peut aussi déclencher quelque chose de plus difficile. Mais je pense que ça va prendre du temps. Ils ne sont pas d'accord de toute façon, les républicains et les démocrates. Et je pense que ce sera assez dilué, et il faudra attendre et voir. Terrorisme. Je suis complètement terrorisé. T'as autre chose à montrer? Si vous voulez. Bon, ça c'est ce que je disais. Ça, c'est la masse monétaire qui a explosé, Et si on va regarder la vélocité, parce qu'en fait, ça part dans des actifs improductifs. Et ça, c'est déflationniste. Donc pour l'instant, on a de l'argent qui part en fumée. C'est vrai qu'on dit l'année passée, les Américains, ils ont touché des chèques cash, 1 200 $ par-ci par-là 2 fois, ça fait rare. Et on disait que la plupart est partie directement dans le marché, finalement. Une partie est partie dans le marché. Il y a beaucoup de gens qui l'ont thésaurisé. On n'a jamais eu autant de taux d'épargne aux États-Unis. On a presque touché 21%. Ça, c'était au pic. On commence à voir que c'est en train d'être utilisé. Pour l'instant, c'est utilisé pour la consommation. Mais en fait, ça n'aide pas les États-Unis, puisqu'ils achètent des produits qui sont faits à l'étranger, toutes les manufactures, principalement en Chine. Et donc, ça ne résout encore une fois pas le problème de la situation économique. Ça ne fait pas travailler les gens aux États-Unis. Ouais, c'est incroyable. C'est vraiment quelque chose d'assez fou dans la direction dans laquelle on va, parce que... Ah oui, alors le nucléaire. Voilà, j'ai oublié. Je voudrais revenir quand même un peu sur le côté ESG. Et c'est encore une fois ça, c'est le problème qu'on ne peut pas avoir deux opinions différentes et les mettre ensemble pour travailler ensemble. On est assez tranché dans le monde de nos jours. Et je trouve ça un peu improductif. Et quand on voit d'un côté qu'on doit fermer toutes les centrales nucléaires, etc., je pense que si on fait une transition entre les deux modes, avec un peu de nucléaire, un peu d'énergie fossile et beaucoup d'électricité ou beaucoup d'hydrogène, on peut arriver à tous vivre ensemble et à passer cette transition plus facile et ne pas avoir cette drastique décroissance qui est inévitable, puisqu'il va nous manquer de cuivre, il va nous manquer de matières premières pour produire toutes ces batteries, toutes ces voitures, etc. Et renouveler le parc automobile. C'est pour ça que tu as acheté une hybride. Non, je vais la placer celle-là. Je contribue. C'est le compromis entre l'énergie fossile et l'électricité. Voilà. Je raconterai l'histoire de l'hybride à Elon Musk un jour dans une chronique Morning Bull. C'est très drôle. Mais on voit que le parc est en augmentation. Donc les politiques ont une vision court-termiste pour être encore une fois dans la mode, se faire élire, se faire réélire. Mais la réalité, c'est que en 2030, je ne pense pas qu'on sera prêt à fermer toutes les centrales et à passer à l'électricité générée par on ne sait quoi. Et on le voit dans les chiffres qu'il y a des augmentations de création de centrales. Et si on voit les prochains projets à venir, ils sont énormes. Donc on n'est pas du tout dans la fermeture des choses. Et on pourrait très bien, il y a différents acteurs sur le marché qui font ça, qui font des mini-centrales, qui sont proches des endroits où c'est utilisé. Et après, il suffit de dépenser. On a tellement d'argent, on peut dépenser de l'argent à protéger la centrale nucléaire pour qu'elle soit bien opérée et qu'il n'y a pas de risque d'un Tchernobyl ou d'un Fukushima comme on a eu il y a 15 ans. Donc on peut faire des choses, mais il faut essayer de travailler ensemble et utiliser l'intellect et la beauté de l'humain pour pouvoir faire des choses qui nous amèneraient dans notre futur. Ok.
On va attaquer les questions. Ouais. C'est plus les miennes cette fois. Hein. Donc voilà. Est-ce que Nestlé, Novartis, Roche, Zurich sont surévalués comparés à Tesla, Bitcoin ou GameStop? Alors là, on est dans les... c'est le grand écart financier. La défensive totale par rapport à l'ultra-spéculation. T'as un avis là-dessus? Là, je dirais, bon, c'est assez facile, mais après, il faut voir, en tout cas, GameStop, ça c'est sûr, GameStop, c'est un stock à part. La société, comme tout le monde le sait, fait des jeux vidéo, mais qu'on achète dans une boutique. Ce qui, techniquement, les nouvelles PS5 elles n'ont plus de disques. Elles sont downloadées. Donc, c'est un business qui n'est pas voué à aller en croissance, on va dire. Donc, survalorisé. Pour le Bitcoin, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense que voilà, il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses, mais dans l'ensemble, je pense que si c'est purement pour avoir des valeurs de 100 000, je pense que c'est assez spéculatif. La technologie est plus intéressante que la monnaie elle-même. Et je pense que les banques centrales vont défendre corps et âme pour sauver leur devise et pas être tributaires des bitcoins. Et on le voit déjà en Chine quand elle a presque fermé toutes les usines de mining sur le bitcoin. Pour ce qui est de Roche, c'est normal, c'est dans l'air du temps. Novartis, Nestlé, on a consommé plus, on était plus à la maison, on a plus cuisiné, on a plus fait des choses à tronc. Donc, et bien évidemment, Nestlé en a profité. Ils se sont renforcés, ils ont pris des plus grosses parts de marché, ils ont même racheté des concurrents. Après, Roche, c'est pour la distribution, les vaccins, le médical. Le médical, je pense que les budgets médicaux ne vont pas aller en décroissance. Ça, c'est clair. Donc, elles sont peut-être à court terme, je ne connais pas par cœur, mais elles sont peut-être à court terme un petit peu chères ou pas. Mais sur le long terme, c'est des bonnes valeurs à avoir. Et c'est encore une fois ce que tu disais, que beaucoup de gens sont revenus sur le SMI parce que le SMI est toujours un proxy des choses défensives. Et même si ça baisse, elle baisse un peu moins. Est-ce que l'inflation réglerait le problème de la dette aux USA, selon toi? Elle causera le problème de la dette, parce que pour l'instant, ce n'est pas un problème. Elle causera la perte de la dette. On l'imprime, on laisse sécher l'encre, le Trésor américain rachète la dette, et puis c'est fini. Enfin, pardon, à l'inverse, le Trésor américain émet la dette, et ensuite la Fed l'achète. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème, et on le voit que c'est exponentiel. Donc oui, l'inflation serait le déclencheur, parce que les États ne pourront pas supporter une hausse des taux. Il faudra qu'ils mettent des plans drastiques d'austérité. D'accord. Alors là, j'ai une question, je ne comprends pas la question, mais je vais te la lire. Que penses-tu de l'étude que mène la BRI pour numériser les monnaies fiat? Elles ne sont pas déjà numérisées? Je sais pas. Les monnaies fiat, oui, je vois, tout à fait. Oui, elles veulent faire concurrence, elles veulent sauver leur précaré. Elles ne veulent pas du tout que certaines monnaies, comme l'Ethereum ou le Bitcoin, les plus sérieuses, on va dire, prennent le dessus et que on voit que la dévaluation qu'elles ont fait à leur monnaie soit, un problème. Donc c'est un combat quand même, finalement, le gouvernement chinois aujourd'hui pour dégager... pour faire de la place à sa propre monnaie. Oui, exactement. Mais encore une fois, c'est difficile. On paye déjà avec nos cartes, c'est tout digitalisé. Pourquoi on aurait besoin d'avoir une monnaie à côté qui me bouge de 40-30% par jour ou par semaine? C'est pas une monnaie au sens propre. On peut avoir un actif, si on veut mettre de côté de l'argent, on peut avoir un actif, mais il ne faut pas qu'il bouge trop. Si un jour on peut acheter une voiture, le lendemain on peut acheter une maison, et puis 2 jours plus tard on ne peut même pas acheter la voiture, parce que l'argent a disparu ou il est coupé en deux par la volatilité, pour moi ce n'est pas un stockage de valeur. Donc pas de Dogecoin alors. Alors il y a quelqu'un qui parle long terme, ça c'est assez rare pour être signalé. Est-ce que le marché chinois a selon toi plus de potentiel que les USA sur un horizon à 10-20 ans? Étrangement, les Chinois pour l'instant ont fait tout juste. C'est-à-dire qu'ils ont un peu mis de la liquidité sur le marché pendant la crise. Ils ont vraiment fermé l'économie, mais alors vraiment, on n'aurait pas pu supporter la même chose, j'imagine. Des confinements très très durs. Et maintenant, depuis 6 mois, ils ont retiré la liquidité du marché pour éviter des bulles. Donc ils ont vraiment fait tout bien. Et en plus, grâce au Covid, ils ont récupéré tout le business mondial. Donc on voit que le marché a baissé parce que la liquidité a été retirée du marché. Donc on voit très bien la relation entre hausse des marchés et liquidité. Donc une fois que la liquidité sera, on va dire, quand la Banque centrale chinoise arrêtera d'enlever des liquidités, je pense que les actions chinoises se stabiliseront et pourront repartir de leur propre
valorisation. En fait. Parce que pour l'instant, c'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile. Quand vous avez une banque centrale qui retire les actifs, ça tombe en fait. Ouais. Mais pourtant, ouais. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer comment vous définissez vos stratégies d'investissement? Il fait que sur Twitter. Ouais. Comment on définit notre stratégie? On essaie de ne pas être avec le consensus. Donc moi, j'essaie d'être assez binaire et je veux des choses où je peux perdre un petit peu mais avoir beaucoup de gains, même si ça met du temps. Donc c'est une composition de plusieurs actifs et de voir où est la tendance. Donc c'est un mélange de sentiments, c'est un mélange d'analyse fondamentale, c'est surtout un mélange dernièrement d'intervention des banques centrales qui malheureusement a pris beaucoup d'ampleur. Et ensuite c'est une vision sur la croissance à venir et où elle va se trouver, donc les secteurs principalement. Mais toi tu fais pas de stock picking, hein. Tu fais que du sectoriel, ouais. Sur l'equity. Un PER entre 15-20 pour les indices euros, est-ce trop cher? Et si oui, peut-on encore se fier à ces ratios dans notre sélection de titres? Alors, historiquement, c'est un peu cher. Mais, encore une fois, si votre base de calcul pour calculer les PER, c'est les taux souverains qui sont les taux sans risque, ça c'est ça aussi à mettre entre guillemets, et sont négatifs, d'un seul coup, votre valorisation doit être plus élevée, puisque les taux sans risque sont négatifs. Donc c'est toute une question de temps, de situation dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut faire évoluer sa gestion. On ne peut pas être arrêté sur une analyse. Il faut avoir la souplesse de pouvoir bouger en fonction de ce qui se passe. Et ce qu'on vit depuis 2008, on ne l'a jamais vécu et c'était complètement différent avant. Ah, c'est clair que c'est moins qu'on puisse dire. C'était mieux avant, avec la cam. Bon, là, on a déjà abordé le sujet de l'or et des métaux précieux, mais bon, feeling maintenant, si on devait dire or, argent, platine, palladium, sur ces prochaines périodes, ces prochains temps. Bon, je redirais or et argent, tout à fait. Or et argent. Platine, palladium. Platine, non, c'est trop spécifique. C'est pour certaines dans le secteur automobile. Je suis pas sûr. Pour être honnête, j'ai pas suivi exactement. Mais je sais que c'est assez spécifique sur le secteur automobile. Donc ça dépend des besoins de ce secteur-là. D'accord. Le dollar qui dévalue, va-t-il forcer la Suisse à faire de même avec le franc suisse? On revient toujours à la même chose. C'est que la Suisse, qui est aussi un très bon élève, a un ratio de dette sur GDP qui est à un peu moins de 40%. Et donc elle est en très bonne situation. Donc c'est normal que la devise suisse soit la plus chère du monde presque. Et c'est la valeur refuge. Donc si on a encore une crise, ce sera encore l'argent qui partira dans le franc suisse. Oui, puis plus le dollar, de toute façon, ils vont continuer Exactement. à injecter. Et comme les autres devises mondiales font la course à la dévaluation pour soi-disant remettre de la croissance dans le système, alors que ça ne marche pas. Tant qu'ils n'ont pas compris ça, on n'aura pas de plancher. Oh là là. Vous disiez que vous étiez contrariant en début d'intervention. Quelle est votre opinion la plus contrariante par rapport au consensus? Je dirais le pétrole. Pour l'instant, c'est pas encore scellé, c'est pas encore. Il y a très peu de personnes qui osent le dire déjà, qui sont sur le côté pétrole. Je pense que oui, on a fait une énorme poussée jusqu'à 75. On risque peut-être de consolider un petit peu, mais il faudra quand même regarder sur la consolidation. Et c'est là, en termes de, si maintenant on essaie de se baser sur les valorisations, c'est le secteur le moins cher, avec des dividendes qui sont entre 5 et presque 10% suivant les pas des petites sociétés. Hein. Non, il ne faut pas oublier qu'avec le pétrole négatif l'année dernière, quand on est allé à moins 40, essentiellement, on a tué le fracking, le pétrole de schiste aux États-Unis. Et ils ne se sont pas encore remis. Donc, de ce fait, il n'y a que l'Arabie Saoudite, l'OPEP et la Russie qui sont les leaders pour l'instant, un petit peu en Irak. Et la Libye est encore en guerre civile, donc c'est un peu compliqué. Et l'Iran est toujours en pourparlers, donc c'est pas demain la veille que le pétrole va... On parlait de ça justement l'autre jour, l'Iran, même s'ils rouvrent demain, même s'ils trouvent un accord demain, ce qui paraît quand même hautement improbable, ils ne sont pas équipés pour inonder le marché du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Il y a eu un énorme sous-investissement depuis toutes ces années. Ils ont utilisé le pétrole ou les infrastructures qu'ils avaient pour survivre eux-mêmes. On voit la même chose avec le Venezuela, qui est quand même le plus gros
la plus grosse réserve de pétrole du monde. Hein. Ouais. Mais bon, 20 ans de sous-investissement, la miner, et je crois qu'ils sont à 900 000 barils jour, si je ne dis pas de bêtises, qui est dérisoire. Donc, du coup, voilà, en termes de valorisation, ces sociétés-là sont intéressantes. Alors là, il y a la question sympa qui touche les cryptos. Alors ça tombe bien parce qu'on va en parler dans 5 minutes. Quel serait le bon pourcentage? Alors là, on rentre dans la structuration de portefeuille avec les crypto-monnaies, j'adore. Donc, quel est le bon pourcentage de crypto-monnaies dans un portefeuille croissance? Vous avez 12 secondes. Non, comme tout, il ne faut pas prendre de gros paris. Il faut plein de petits paris. Certains vous diront qu'il faut concentrer son portefeuille. Moi, je préfère sur des choses comme ça qui sont assez volatiles. 1%, ça serait suffisant. Pour par exemple, sectoriels, pour l'énergie, peut-être un peu plus vers les 10%. Mais faire un mélange de choses qui réagissent différemment. Et qui, dans des marchés, certains monteront ou baisseront et qui ne sont pas corrélés entre elles, en fait. Donc la crypto, oui, mais dans petite quantité. La crypto, s'il faut le faire, oui, mais très peu de quantité. De toute façon, si elle fait 50% à la hausse, vous serez content. Bien sûr. Et si elle fait à la baisse 50%, vous serez content aussi. C'est supportable. D'accord. Est-ce que tu peux comparer la situation japonaise, ratio dette PIB, pour le reste du monde? Est-ce qu'on peut extrapoler ce qui s'est passé au Japon dans la même situation? On est arrivé à la même chose. On est à 220 du PIB au Japon. La seule différence majeure, c'est que la dette, elle est détenue par les Japonais. Elle n'a presque pas besoin des étrangers pour se financer. Et donc c'est un cercle vicieux. Le fonds de pension achète la dette. Le Trésor émet de la dette et ça n'arrête jamais. Et c'est une des seules banques centrales qui achète même des actions. Ouais. Quand ça baisse, ils achètent. On dit qu'ils sont actionnaires de la moitié du Nikkei. Voilà. Non, mais sur certains ETF, ils ont 80% de l'ETF. Volume, de l'ETF, ouais, tout à fait. On se réjouit que... Donc, à la différence des autres pays, la France ne pourrait pas faire ça parce qu'elle a presque 45% d'étrangers. Donc elle ne pourrait pas se permettre de faire des choses pareilles. Mais bon, on y arrive. On est déjà à 110% en France, donc on n'est pas loin. Ok. Tu as 1 minute pour répondre à la dernière question. Après, j'ai encore une question pour toi. Contrairement à ce que tout le monde attend, ne pourrait-on pas avoir une continuation de la baisse des taux? Bon, on est déjà vachement bas là, sur plusieurs années. Tout peut arriver si on continue à émettre de la dette. Forcément, il va falloir, comme je dis, pour faire une allocation d'actifs, il faut quand même remplir tous les buckets, toutes les allocations. Donc, mais je pense qu'on arrive quand même quand on voit la Grèce qui a plus de 200% de dette qui est négative. L'Allemagne qui est négative, elle s'approche aussi de la dette. Donc, même la Grèce est négative. Oui, même la Grèce. Mais, pour moi, à mon avis, on va arriver à la chose qui s'est passée à Chypre, où on a saisi les comptes des gens. C'est déjà dans les statuts européens. En terminant sur cette bonne nouvelle, non, alors je vais te poser ma dernière question que j'ai posée à tout le monde. Si je te donne 100 000 euros aujourd'hui, dollars, peu importe, ou bitcoin, t'achètes quoi? Je mettrai un ETF sur l'énergie. Ok. Plein d'énergies différentes. Assez constant, hein, donc c'est énergie. Tout à fait. Que ce soit hydrogène, toutes les énergies dans un ETF. Il y a une société qui s'appelle Next Energy, NEE, aux États-Unis. Qui fait ça? Qui fait ça aussi, pas mal. Voilà. Ouais, tu vois? Voilà. J'ai trouvé un truc. NEE. Je vous en parle lundi prochain. Ok, écoute Yann-Marc, je te remercie de cette heure passée avec toi. Merci Comme d'habitude, beaucoup. ça passe largement assez vite. Et puis à la prochaine.